Nous n'avons pas peur des pays africains, hein. Nous avons peur des régimes africains. Parce que ce sont les régimes qui sont hostiles. Les Africains, de manière générale, sont d'avis avec ce que nos pays font. Nous savons que la plupart des pays qui nous en veulent, les pays qui veulent nous déstabiliser, ils vont tout essayer, y compris le fait de nous infiltrer, de faire en sorte que d'autres États viennent intégrer notre confédération pour la saper. Ce paradigme, c'est quoi? C'est de dire que la sécurité des Sahéliens, des Burkinabés, des Nigériens et des Maliens doit être mise entre les mains de nos propres citoyens, de nos forces de défense et de sécurité et de nos autorités. Pensez-vous, ou plutôt vous attendez-vous à ce que d'autres membres de la CEDEAO rejoignent l'Alliance des États du Sahel? Et comment l'Alliance des États du Sahel répondra-t-elle? Quand on a créé l'AES, on l'a créée à trois pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir, ce qui nous a conduit à... je pense que tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui s'intéressent à la question, savent, maintenant on a longuement parlé de ça. Maintenant, est-ce que d'autres pays peuvent rejoindre l'AES? Je pense que oui. Nous n'avons pas créé l'organisation pour qu'on reste entre nous trois. C'est évident que si le modèle dont nous faisons la promotion charme certains pays et qu'ils trouvent que ça vaut la peine de rejoindre notre confédération, nous ne voyons pas d'inconvénient. Cependant, c'est une question qu'il faudra que les trois pays s'asseyent parce que il y aurait des conditions. Oui, des pays peuvent rejoindre l'AES, mais certainement à des conditions, pour la simple raison que nous savons que la plupart des pays qui nous en veulent, les pays qui veulent nous déstabiliser, ils vont tout essayer, y compris le fait de nous infiltrer, de faire en sorte que d'autres États viennent intégrer notre confédération pour la saper. Donc, et ça, nous serons très regardants vis-à-vis de ça. C'est pour cette raison que on sera très attentifs. Les pays peuvent adhérer à l'AES, mais pas à n'importe quelle condition. En réalité, nous n'avons pas peur des pays africains, hein. Nous avons peur des régimes africains. Parce que ce sont les régimes qui sont hostiles. Les Africains, de manière générale, sont d'avis avec ce que nos pays font. Parce qu'il n'y a aucun Africain qui dira qu'il n'est pas d'accord avec la lutte pour la souveraineté que nous menons. Voilà, merci. Alors, quelle est la trajectoire anticipée du processus d'intégration dans la région du Sahel et quel facteur est susceptible de façonner son développement futur? Et en répondant à cette question, pensez-vous aux derniers développements que nous avons observés dans la région? Bien, merci. Je pense que c'est important d'apporter un certain nombre de précisions sur ce qui a été à la base de cette nouvelle structuration, de ce nouvel espace. Les trois pays ont expérimenté un espace de solidarité qui n'a pas été au rendez-vous. Le fait de rester dans une situation où vous saviez ce que vous voulez, c'est-à-dire plus de solidarité, plus de coopération, plus de soutien mutuel, et que cela n'arrive pas, ça vous amène à mesurer davantage vos besoins. Et je crois que l'avantage que nos trois pays ont eu dans une circonstance naturellement triste, qui est celle de l'insécurité, du terrorisme, les a amenés à prendre conscience de leurs réels besoins, d'évaluer leurs faiblesses, mais aussi d'évaluer leurs propres capacités en termes de solidarité. Et c'est ce qui porte la vision confédérale aujourd'hui, qui est construite sur
des décisions courageuses, de dire nous pouvons restructurer notre espace en partant d'abord de nos propres capacités. La notion endogène aujourd'hui prend plus d'espace parce qu'on s'est rendu compte que cette démarche qui était beaucoup plus portée par l'extraversion n'a pas tenu ses promesses. Et l'extraversion n'était pas seulement au niveau économique, elle est à tous les niveaux. Et aujourd'hui, au niveau de l'espace confédéral, il s'agit en réalité de revoir la mosaïque, de la consolider pour donner une nouvelle base à ce nouvel espace. Je pense que les principes qui guident ces décisions, c'est 1. De faire en sorte que les acquis positifs que nous avions déjà puissent être sauvegardés, mais de travailler à les consolider dans l'espace confédéral pour ouvrir de nouvelles perspectives, tant au point de vue économique, social, sécuritaire, tout ce qui plombe la dynamique au niveau de l'Afrique occidentale. Deuxièmement, de créer de nouvelles conditions, les conditions réelles de relance de l'économie sous-régionale, de créer de réels marchés à l'interne, ce qui a fortement manqué. Nous avions un espace qui avait une vocation qui était claire, une mission bien définie. Mais permettez-moi de vous interrompre. Lorsque vous parlez de créer des conditions économiques pour d'autres personnes, alors que nous voyons que la CEDEAO vous a donné le libre arbitre de poursuivre l'accord de libre-échange, comment cela va-t-il se passer? En même temps, les 3 pays ont imposé un droit de douane de 0,5% sur les importations. Nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste à prendre le contre-pied de ce qui est en train d'arriver, mais plutôt à reconstruire la base. Ça a fortement manqué. Reconstruire la base, ça veut dire quoi? Créer les conditions pour que nous puissions nous-mêmes partir d'une économie endogène qui va se structurer au fur et à mesure pour embrasser le reste de l'espace. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et l'avantage de la consolidation à notre niveau part d'abord d'un problème, celui de la question sécuritaire, qui nous a amené à construire un espace qui redessine les cartes dans la représentation même de la tête du Sahélien. La nouvelle cartographie envisageait un espace unique. Aujourd'hui, l'espace confédéral, c'est un espace d'opération unique dans le domaine sécuritaire. Ça amène les citoyens à avoir un nouveau regard et qui va se transposer sur les rapports que nous avons entre nous, mais aussi dans le cadre de nos échanges. Donc il y a carrément une nouvelle dynamique de solidarité qui est en cours. Très bien, merci. Je voulais poser ma prochaine question au ministre des Affaires étrangères, mais il semble que vous souhaitiez également répondre à sa réponse. Yes. Non, 2 choses. D'abord, vous avez dit que la CEDEAO a maintenu la libre circulation avec nos pays, mais il faut d'abord se rappeler qu'au mois de décembre, c'est le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel qui a fait une déclaration officielle indiquant que nous maintenons tous les avantages de la libre circulation aux ressortissants de la CEDEAO qui vivent dans nos pays. Donc cette ouverture-là, nous l'avons fait parce que nous sommes dans un esprit panafricaniste et nous pensons que nous ne devons pas diviser nos peuples. Vous avez parlé aussi de la question du prélèvement confédéral de 0,5% qui n'a pas été sur les importations, qui n'a pas été établi pour créer une barrière, mais ces 0,5% existait déjà quand on était dans le cadre de la CEDEAO. Ce prélèvement communautaire de la CEDEAO aidait à financer l'organisation. Donc c'est ce même prélèvement que nous avons retenu, mais qui sera maintenant dirigé pour financer plutôt les activités de la Confédération. Donc ce n'est pas une taxe nouvelle, absolument pas. Merci pour cela, mais ma question suivante s'adresse au Mali. Parlons des efforts de renforcement des capacités qui ont été essentiels pour soutenir les États du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme, car c'est un enjeu majeur. Quelle stratégie pourrait améliorer l'efficacité de la réponse aux menaces sécuritaires en constante évolution dans la région?
mon avis, la question de renforcement des capacités est une donnée importante, mais il faut d'abord la situer dans le fait que nos pays ont décidé en matière sécuritaire d'établir un nouveau paradigme. Ce paradigme, c'est quoi? C'est de dire que la sécurité des Sahéliens, des Burkinabés, des Nigériens et des Maliens doit être mise entre les mains de nos propres citoyens, de nos forces de défense et de sécurité et de nos autorités. Et que cela exige de nous une responsabilité particulière de dessiner notre propre doctrine et nos objectifs militaires, de déployer nos moyens militaires en conséquence et de pouvoir agir par rapport à ça. Et quand nous avons dit ça maintenant dans les rapports avec l'extérieur, je crois que sur le plan financier, nous en tirons aussi les conséquences parce que des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger dépensent aujourd'hui près de 25% de leur budget national pour assurer la sécurité. C'est une nécessité. Maintenant, quand nous travaillons avec les autres partenaires, quand on parle de renforcement des capacités, c'est de regarder ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des hommes. La plupart de nos pays, nos armées sont en mesure de faire le travail nécessaire, ils ont les formations nécessaires, on a les hommes pour pouvoir faire le travail. Ce qui nous manque souvent, c'est de pouvoir disposer d'équipements. Par exemple, pour des pays comme le nôtre, enclavés, avec de vastes espaces, on a besoin de vecteurs aériens pour faire la tâche. On a besoin d'équipements militaires. Et on se rend compte qu'au cours de ces dernières années, certaines puissances occidentales ont pratiquement mis des embargos de fait sur nos pays qui ne peuvent pas accéder à ces équipements pour assurer notre défense. C'est pourquoi nous avons dû nous tourner vers la Turquie, vers la Chine, vers la Russie, et qui nous permettent d'acquérir ces équipements, pas gratuitement. Nous les achetons, même s'il y a souvent certaines facilités. Mais c'est ça, donc quand on parle de renforcement des capacités, c'est ça. C'est de former nos hommes, être en position de faire le travail, mais c'est de nous aider aussi à acquérir les technologies et les moyens militaires qui nous permettent d'assurer dans la durée. Parce que ce qu'on avait comme problème avec la mission des Nations Unies, les forces françaises et d'autres, on était dans des scénarios de dépendance qui n'ont jamais mis nos pays en capacité d'assurer leur sécurité. Donc nous voulons sortir de cette dépendance pour que nous-mêmes, nous puissions assurer la sécurité de nos pays dans la durée. Oui.